C'est à l'un des personnages les plus représentés dans l'histoire de l'art occidental que le monastère royal de Brou consacre en ce moment une exposition. Ce personnage, c'est Marie-Madeleine. Pour les chrétiens, c'était l'une des disciples de Jésus, mais elle a vite alimenté l'imagination pour devenir tour à tour une prostituée, l'épouse du Christ ou même sa mère. Elle a du coup été une incroyable source d'inspiration pour les artistes. Pour preuve, cette exposition d'une centaine de chefs-d'œuvre, elle est présentée à Bourg-en-Bresse jusqu'au 5 février. Bonjour Pierre-Gilles Giraud. Bonjour. Vous êtes l'administrateur du monastère royal de Brou qui a donc bâti cette exposition exceptionnelle. Marie-Madeleine, c'est vrai que c'est, dit-on, la femme la plus présente dans le Nouveau Testament. Pour quelles raisons on peut dire qu'elle a alimenté autant de fantasmes ? Eh bien, la figure de Marie-Madeleine a en effet retenu l'attention à la fois de l'Église et des artistes, parce que c'est un personnage aux facettes multiples. Elle tient cette attraction du fait que, en fait, c'est un personnage en quelque sorte composé à partir de plusieurs figures féminines qui apparaissent dans les évangiles. On peut parler de légende alors du coup. On peut parler de légende, d'autant plus qu'aux épisodes... Sans heurter personne. C'est ça, à partir même de ces épisodes évangéliques, on a imaginé aussi la légende à en quelque sorte boucher les trous des évangiles pour nous dire qui elle était avant sa rencontre avec le Christ et ce qu'elle est devenue, évidemment, après la résurrection. Oui. De quand datent les premières représentations qu'on connaisse d'elle ? Alors, la figure de Marie-Madeleine est représentée dans l'art depuis l'apparition de l'art chrétien, de l'art paléo-chrétien à la 4e, 5e siècle, mais elle est au départ une figure parmi d'autres, notamment parmi les saintes femmes au tombeau. Et c'est au cours du Moyen-Âge qu'elle acquiert une véritable individualité et qu'elle est représentée pour elle-même dans différents épisodes, à la fois le repas chez Simon, où elle oint les pieds du Christ, qu'elle lave de ses larmes et qu'elle essuie de ses cheveux, et puis ensuite tout au long du récit de la Passion du Christ. Alors, j'allais dire, comment est-ce qu'on sait que c'est elle ? Alors, effectivement, dans des positions très claires qui sont écrites dans le Nouveau Testament, on peut le deviner. Mais justement, dans les représentations plus anciennes, où elle peut être telle ou telle personne, c'est plus difficile, non ? En fait, elle est assez facilement reconnaissable parce que il y a des caractéristiques physiques qui font qu'on la reconnaît. On l'a représentée le plus souvent en cheveux, c'est-à-dire sans coiffure, sans voile, parce que c'est une sainte qui, à l'origine, aurait été une prostituée. L'Évangile dit seulement qu'elle était une pécheresse, mais on a imaginé bien sûr que ce péché venant d'une femme était la prostitution. Donc elle est représentée en cheveux, c'est ces cheveux dont elle essuie les pieds du Christ, et puis on la voit le plus souvent portant à la main un flacon de parfum. Et ce flacon de parfum, ce pot de parfum, synthétise les différents épisodes de sa vie. C'est à la fois le parfum de la séductrice, celle avant la conversion, c'est le parfum dont elle va oindre les cheveux ou les pieds du Christ, et c'est enfin le pot d'onguent, de parfum funéraire en quelque sorte, qu'elle apporte avec les saintes femmes lorsqu'elle se rend sur le tombeau du Christ au matin de Pâques. Alors, effectivement, dans les représentations artistiques, tout est symbole. Tout est symbole et c'est véritablement très fort dans l'art médiéval et c'est quelque chose qu'on va retrouver tout au long de ces représentations jusqu'à nos jours. Alors justement, il y a eu de très nombreuses représentations. On dit que c'est l'une des figures les plus représentées dans l'histoire de l'art. Est-ce qu'il y a des époques privilégiées où on l'a peut-être beaucoup plus représentée que d'autres ? Oui, c'est pour ça que nous avons choisi d'inscrire l'exposition dans la durée avec des œuvres qui s'étendent du XIIe siècle à nos jours, puisque la plus récente date de 2015. Mais il y a en effet des grands moments dans le culte et dans la représentation de Marie-Madeleine, notamment à la fin du Moyen-Âge, où des princesses n'hésitent pas à s'identifier, à se faire représenter sous les traits de Marie-Madeleine. C'est ensuite le XVIIe siècle, avec le mouvement de la contre-réforme, la réponse de l'Église catholique à la réforme protestante, où on exalte véritablement la figure de la pénitente. Et c'est enfin également le XIXe siècle, où on va voir une mise en scène de la sainte qui privilégie plutôt des représentations parfois ambiguës, qui jouent sur une pénitente qui n'a pas renoncé à ses charmes. Oui, on peut dire dans tous ces cas-là que finalement elle a été récupérée. Chaque époque a projeté en fait sur Marie-Madeleine ses propres préoccupations, à la fois dans l'histoire de l'Église catholique, mais également, on pense récemment par exemple au Da Vinci Code, ses préoccupations en termes de mythes ou de secrets, voire de théories du complot. Oui. Alors comment est-ce que vous avez réuni toutes ces œuvres ? Surtout comment est-ce que vous les avez choisies ?
C'est en effet la première fois qu'on prépare en France une exposition entièrement consacrée à la figure de Marie-Madeleine. Donc on s'est appuyé avec l'ensemble des commissaires de l'exposition sur les ouvrages déjà publiés sur Marie-Madeleine, qui sont très nombreux, les recherches, les articles, également les banques de données qui aujourd'hui existent sur les musées, pour pouvoir recenser l'ensemble des œuvres qui existent. Donc on est arrivé à une sélection évidemment très large. Et ensuite, c'est un travail de choix des commissaires pour illustrer et balayer les différentes facettes du personnage, pour pouvoir les représenter, et puis tenir compte aussi des contraintes d'une exposition. Une exposition, c'est pas un livre. Il faut que l'œuvre puisse circuler et être prêtée, et en l'occurrence être prêtée à différents musées pour les différentes étapes que va connaître l'exposition. Donc je l'ai dit, une centaine de chefs-d'œuvre. Sur combien d'œuvres répertoriées ? Alors nous en avions présélectionné peut-être environ 500. Et puis nous avons fait un choix patient et encore une fois un choix d'équipe. Oui. La plus ancienne, elle est signée de qui ? La plus ancienne n'est pas signée parce que c'est une chasse en émaux limousin de la fin du XIIe siècle et que comme souvent au Moyen-Âge, les œuvres ne sont pas signées. Oui, on est en train de voir un visage, et je pense à une chose, on parle de symboles effectivement dans sa présentation, mais je pense à la représentation physique. Elle ne peut pas correspondre à ce qu'a été Marie-Madeleine, même si c'est une légende. Les caractéristiques physiques étaient complètement différentes. C'est vrai que c'est quelque chose de curieux, c'est comme la représentation du Christ, qui est un petit peu occidentalisée. Tout à fait. En fait, Marie-Madeleine étant une âme très pure, une âme parfaite, malgré sa vie de péché, mais elle s'est convertie et elle a fait pénitence. La façon qu'ont les artistes de représenter cette beauté intérieure, c'est de lui prêter une beauté parfaite qui répond donc aux critères au canon de la beauté des différentes époques du Moyen-Âge à nos jours. Oui, on peut dire que les artistes ont aussi adapté le personnage à leur inspiration ? Oui, et il est frappant que notamment même pendant les 30 années de pénitence qu'elle est censée avoir connues en Provence, eh bien les artistes nous représentent toujours une jeune femme tout à fait pimpante qui, on va dire, se trouve vraiment au tout début de sa pénitence et n'a pas du tout le corps altéré par les mortifications. Je disais tout à l'heure, elle a été l'objet de fantasmes. C'est un mot qui est trop fort ou pas, finalement ? Non, on peut vraiment parler en effet de fantasme parce qu'il y a cette dualité entre la pécheresse et la pénitente. Donc on projette, c'est une image de désir qui souvent nous est montrée, et même des images d'extase qui parfois évoquent plus, on va dire, la jouissance qu'une véritable extase intérieure. Alors justement, est-ce que ce sont des représentations qui ont fait scandale aux époques auxquelles elles ont été exposées ? Certaines images ont en effet, certaines peintures par exemple, ont mis mal à l'aise l'Église, qui proteste beaucoup au XIXe siècle sur le fait qu'on représente une pénitente nue, ce que évidemment les récits des évangiles et de la légende dorée ne disent pas, qui présente en fait tous les caractères des charmes, et que parfois il est bien difficile de différencier Marie-Madeleine d'une Vénus ou d'une Diane. Oui, alors Rodin en a fait une sculpture érotique qui peut surprendre aussi. Oui, il montre un Christ en croix sur lequel véritablement s'enroule la silhouette de Marie-Madeleine qui semble poser un baiser sur son côté. Et donc érotisme, sensualité, on comprend qu'effectivement à certaines époques ça avait pu un petit peu choquer. Les œuvres qui vous surprennent le plus, vous, justement, parmi celles qui sont exposées ? Alors on peut signaler un étonnant dessin d'Adolphe Mossa, qui est un peintre et un artiste symboliste de la fin du symbolisme, qui nous représente un Christ en croix dont on ne voit en fait que les bras décharnés, et sur lequel est littéralement collée une Marie-Madeleine vue de dos, aux formes pulpeuses et généreuses que l'on aperçoit sous un déshabillé. Ça n'est évidemment pas une œuvre de dévotion, mais vraiment une forme de provocation sur la sensualité du personnage. Et un dernier mot, est-ce qu'il faut avoir une relation privilégiée avec la religion pour apprécier cette exposition ou pas du tout ? Les chrétiens y trouveront bien sûr un écho à leur croyance, mais il n'est pas du tout nécessaire d'être croyant pour être absolument fasciné par ce personnage aux facettes multiples et pour être subjugué par la beauté qu'en ont donné, des représentations qu'en ont donné les artistes. Donc je rappelle, c'est une exposition qui est proposée jusqu'au 5 février au Monastère Royal de Brou. Elle sera ensuite d'ailleurs présentée à Carcassonne et à Douai. Puis je voulais signaler une conférence en lien justement avec cette exposition aujourd'hui, c'est à 18h, et c'est toujours au Monastère Royal de Brou. Elle est intitulée « Chevelure et sainteté féminine ». Elle est proposée par Nicole Pellegrin. Merci Pierre-Gilles Giraud de nous avoir parlé avec autant de passion de cette exposition.